18 décembre 1944. Belgique, champs enneigés à 3 km au sud de Bastogne. Le sergent Ernest Rocky Marsden pressait son corps contre la terre gelée tandis que le rugissement caractéristique des lourds blindés allemands résonnait sur la ligne de crête à l'horizon. Il observait les mouvements ennemis pour la 101e division aéroportée et les avait repérés à travers le brouillard matinal. 5 énormes chars Tiger avancent en formation de chasse. Leurs canons principaux de 88 mm balayaient le terrain. Entre Marsden et les positions défensives américaines, quelque chose lui nouait l'estomac. Un seul char léger M3 Stuart. L'équipage s'efforçait désespérément de redémarrer un moteur arrêté au pire moment possible. Le Stuart n'était qu'un vestige. Le canon de 37 mm du Stuart, faisant face aux armes capables de percer 100 mm de blindage à milliards, n'avait aucune chance face aux 13 tonnes des Tigers. Les tankistes allemands surnommaient ces légers chars américains de manière cruelle. Certains étaient appelés cercueils portatifs ou boîtes suicides. Marsden observa un jeune lieutenant qui ne connaissait pas frapper le couvercle de tourelle du Stuart du poing. Le moteur toussa une fois, puis s'éteignit. Les Tigers approchaient de la portée effective de leurs énormes canons, peut-être dans 90 secondes. Puis le moteur du Stuart s'arrêta. Une épaisse fumée noire s'échappa de l'échappement, mais le petit char ne recula pas. Il avança droit vers la formation Tiger. Marsden saisit sa radio. « Commandement, ici la 27e patrouille de reconnaissance. Je vois un Stuart face à 5 Tigers. Soit c'est l'homme le plus courageux que j'ai jamais vu, soit l'équipage a compris quelque chose que nous ignorons. Les 17 minutes suivantes seraient étudiées à Fort Benning pendant les 30 années à venir. » À la mi-décembre 1944, la Wehrmacht avait commencé son dernier pari désespéré à l'ouest, l'opération Wachthammer, que les Alliés appelleraient la bataille des Ardennes. Les avant-gardes blindées allemandes perçaient les lignes américaines dans les Ardennes, créant un corridor de 50 mètres visant le port stratégique d'Anvers. Parmi les unités les plus redoutées figuraient les bataillons de chars lourds équipés de rangées de Tiger. Le Panzerkampfwagen Sea Tiger représentait tout ce dont les tankistes alliés avaient peur. 100 mm de blindage frontal et un canon ADT Merno K-36 capable de détruire n'importe quel char allié à plus de 2000 mètres. Son moteur Maybach HL 230 de 642 chevaux permettait d'atteindre 38 km/h sur terrain favorable. L'équipage allemand avait appris à exploiter impitoyablement ses avantages depuis des positions à distance où toute contre-attaque était impossible. Les Américains déployaient alors le M3 Stuart, un char léger lancé en 1941 et déjà dépassé lors du débarquement en Normandie. Pesant seulement 13,9 tonnes, son canon M6 de 37 mm peinait même à érafler le blindage d'un Tiger à courte portée. L'épaisseur maximale du blindage de la tourelle du Stuart était de 51 mm et le blindage frontal de la coque de 44 mm. Un obus de 88 mm traversait le Stuart de part en part. Les statistiques de l'attaque des Ardennes racontaient une histoire cruelle. Lors de la première semaine de combat, les régiments de chars légers américains subirent de lourdes pertes. 47 Stuarts détruits contre seulement 3 chars lourds allemands confirmés. Le ratio était dévastateur. Un équipage Tiger pouvait survivre à plusieurs Stuarts, tandis qu'un équipage Stuart affrontant un Tiger n'avait pratiquement aucune chance. Le lieutenant-colonel Robert Divine, commandant du 3e bataillon du 8e régiment de chars, rapporta le 14 décembre. « Nos chars légers sont pratiquement inutiles contre les chars lourds allemands. Le canon de 37 mm ne pénètre pas à portée pratique. » L'équipage le savait. Le moral des unités Stuart atteignait un niveau critique. Les hommes demandaient à être transférés aux unités d'infanterie, croyant que leurs chances de survie étaient meilleures à pied. Le problème résidait dans la philosophie originale du Stuart, conçu pour la reconnaissance rapide et la mobilité, et non pour la protection ou la puissance de feu. Son moteur radial Continental W709A de 250 chevaux lui donnait une excellente accélération et une vitesse maximale de 58 km/h sur route. La transmission synchronisée à 5 vitesses et les chenilles étroites à faible pression au sol permettaient aux Stuarts de traverser des terrains que des chars plus lourds évitaient. Mais la doctrine allemande exigeait que les Tigers attaquent depuis des positions préparées à distance maximale. Dans ce contexte, aucun avantage du Stuart n'était significatif. Même s'il survivait jusqu'aux positions de tir, il ne pouvait pénétrer le blindage et une seule frappe du canon de 88 mm était fatale. Les tankistes allemands adoptaient un mépris routinier. Les rapports d'interrogatoire des équipages capturés révélaient un schéma cohérent. Les Stuarts étaient appelés Panzerspielzeugs, des jouets pour enfants. Approcher, tirer, brûler. Cela devenait une routine. Mais ce mépris allait leur coûter cher.
Malgré tous leurs avantages techniques, les équipages Tiger supposaient que les chars légers américains combattaient toujours selon les règles allemandes. Tir mutuel dans un affrontement statique où blindage et puissance de feu dictaient tout. Ils n'avaient pas remarqué que le commandant du Stuart avait passé des mois à analyser les tactiques allemandes, étudier le terrain et utiliser le seul avantage de son char de 13 tonnes, la physique du mouvement dans un terrain disputé, sans rapport avec le blindage ou la puissance de feu. La confiance allemande n'était pas de l'arrogance injustifiée, elle venait de la mathématique cruelle du combat, éprouvé sur 3 ans de guerre. Alpernführer Klaus Vogel commandait ce matin de décembre la formation Tiger approchant Bastogne. Le rapport post-action de 1947, tiré des archives allemandes, montre une précision de chasseur sur sa proie. Les conditions météorologiques soutenaient les opérations défensives. La visibilité était d'environ 600 mètres à cause du brouillard. Le terrain offrait plusieurs points d'appui le long des itinéraires d'approche et des champs de tir dégagés. L'intelligence indiquait la présence de véhicules blindés légers américains dans la zone. Pas de menace pour notre formation. Nous prévoyons de nettoyer la zone en 1 heure, estimait-il. L'équipage de Vogel avait déjà détruit 11 chars américains depuis le début de l'attaque. Leur artilleur, Unteroffizier Hans Breck, avait confirmé 6 destructions. Le blindage du Tiger présentait des impacts d'obus américains de 75 mm, mais sans pénétration, seulement des marques. L'effet psychologique était profond. Chaque tir raté renforçait le sentiment d'invincibilité de l'équipage. La doctrine tactique allemande pour combattre les véhicules blindés légers avait été développée au fil d'années de conflits. Les Tigers avançaient en formation échelonnée, maintenant des intervalles pour éviter que plusieurs chars n'entrent en combat simultanément. Ils s'arrêtaient à leur portée maximale efficace, entre 1500 et 2000 mètres, et détruisaient systématiquement leurs cibles avant de progresser. Si les chars américains tentaient de réduire la distance, les Tigers se repliaient en position basse et continuaient le combat. Lorsqu'on peut tuer depuis un endroit sûr, la vitesse importe peu. Cette doctrine s'était révélée dévastatrice tout au long des Ardennes. Le 16 décembre, près de Landsrath, un seul Tiger avait détruit ses Stuarts en 11 minutes sans subir de touche. Le 17 décembre, près de Hansfeld, 3 Tigers avaient anéanti tout un peloton de chars légers américains. Sur 9 Stuarts, un seul avait subi des dégâts mineurs à cause d'un tir chanceux ayant ricoché sur une roue de route. Les Américains tentèrent de s'adapter. Certains commandants de Stuart essayèrent des attaques nocturnes, espérant que l'obscurité leur permettrait d'atteindre de courtes distances. Les équipages allemands répliquèrent en plaçant des projecteurs infrarouges et en améliorant les positions défensives. D'autres équipages Stuart expérimentèrent des tactiques de meute, plusieurs chars attaquant simultanément depuis différents angles. Les Tigers concentraient leurs tirs sur chaque cible successivement. Grâce à leurs optiques supérieures et à leurs artilleurs expérimentés, ils neutralisaient rapidement les chars légers. Les bulletins d'entraînement distribués parmi les unités blindées américaines devenaient de plus en plus désespérés. Le bulletin tactique numéro 4412, publié le 10 décembre, conseillait aux équipages de Stuart éviter autant que possible tout affrontement avec les blindés lourds allemands. Si le contact est inévitable, observez et signalez les positions ennemies pour l'artillerie. Ne pas entrer en combat avec le canon principal. Priorité à la survie. Le message était clair, fuyez. Cachez-vous ou mourrez. Les Stuarts étaient désormais envoyés en mission de reconnaissance, incapables de combattre. Le moral reflétait cette réalité. Une enquête menée le 15 décembre au sein des équipages de Stuart du 8e régiment blindé montra que 73% des commandants considéraient que leur mission principale était de survivre assez longtemps pour repérer les coordonnées des vrais chars ennemis. Un sergent écrivait « Nous sommes des éclaireurs dans des cercueils métalliques. L'arme est purement décorative. » Puis vint le 18 décembre et un équipage Stuart qui refusait d'accepter le calcul mathématique de leur disparition. Avant de continuer, je veux savoir d'où vous regardez et ce que vous savez sur le M3 Stuart et les innovations tactiques inattendues lors de la bataille des Ardennes. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos connaissances sur l'utilisation de la mobilité des chars légers contre les chars lourds allemands. Et si vous aimez ces analyses détaillées des tactiques blindées de la Seconde Guerre mondiale, cliquez sur le bouton s'abonner. Plonger dans ces histoires nécessite une recherche approfondie, et savoir que vous êtes là en vaut la peine. Le commandant du Stuart était le lieutenant James T. Jimmy Ubrook, un jeune fermier de 23 ans du Nebraska. Il avait grandi en faisant des courses de tracteurs dans les champs de maïs et comprenait des choses sur les machines que la plupart des tankistes n'auraient jamais imaginées. La traction était primordiale. Ulbrook rejoignit le 3e bataillon, 8e régiment blindé en septembre 1944. Il avait survécu au combat dans le Lorraine en étudiant obsessionnellement les tactiques allemandes et en lisant tous les rapports post-action disponibles.
Alors que d'autres commandants Stuart se concentraient sur la puissance de feu, Ulbrook s'intéressait au seul avantage de son char. Le rapport poids-puissance de 18 chevaux par tonne contre 11,9 pour le Tiger. Mais la simple vitesse ne suffisait pas. L'initiative vint 3 semaines auparavant, lors d'une inspection de maintenance. En examinant la transmission synchrone avec son équipage, le conducteur, le caporal Eddie Vasquez, évoqua une leçon apprise dans le garage de son père à Los Angeles. Les rapports de vitesse ne concernent pas que la vitesse. Il s'agit du couple, de la traction et de la capacité à changer de direction plus rapidement que votre adversaire ne peut vous suivre. Ce que Vasquez découvrit, c'est que la transmission du Stuart pouvait être manipulée d'une manière que le manuel technique ne prévoyait jamais. En utilisant un double embrayage entre la deuxième et la troisième vitesse et en appliquant simultanément les freins des chenilles dans un ordre précis, un conducteur habile pouvait créer un dérapage contrôlé. Le char gardait son élan tout en pivotant presque à 45 degrés. Cette manœuvre était brutale pour la transmission. Sur sol dur, elle pouvait casser les chenilles. Mais sur la neige et la boue gelée, le Stuart devenait quelque chose que la doctrine allemande n'avait jamais anticipé. Le 18 décembre à 8h47, alors que 5 Tigers approchaient de la portée de tir, Ulbrook était prêt à tester si 3 semaines d'exercice secret pouvaient vaincre 3 ans de supériorité tactique allemande. Vasquez activa le protocole de dérapage. Michael chargea l'obus hautement explosif. « Nous ne cherchons pas à pénétrer, » dit Ulbrook. « Concentrez-vous sur les optiques et les chenilles. » Sa voix était calme. Le sergent artilleur Frank Michael le regarda. « Bien, nous avançons vers les Tigers, monsieur. C'est exactement ce que nous faisons. Ils s'attendent à ce que nous fuyions ou mourions sur place. Nous ne faisons ni l'un ni l'autre. » Le moteur continental du Stuart hurla, atteignant 30 000 par heure. Le Tiger en avant, le char de commandement de Vogel, s'arrêta à environ 400 mètres, tournant sa tourelle pour obtenir une solution de tir. À cette distance, le moteur ADM avait 98% de chances de toucher une cible fixe. Le Stuart n'était pas fixe. Il dérapait. Vasquez exécuta la manœuvre. La coque du Stuart pivota brusquement à droite tout en conservant son élan, projetant des congères et des blocs de glace. Le mouvement latéral prit le tireur Tiger au dépourvu. Les 80 autres obus passèrent par l'espace que Stuart venait de quitter une demi-seconde auparavant. Le craquement supersonique de son passage se fit entendre malgré le rugissement du moteur. Le Tiger avait 10 secondes pour recharger et tirer à nouveau. Ulbrook ordonna « Maintenez le tir de couverture. Intervalles aléatoires. Ne lui laissez pas prédire le timing. » Le Stuart zigzaguait à travers le champ gelé. Chaque changement de direction était réalisé grâce à la manipulation spéciale de la transmission par Vasquez. Le char dansait, défiant tout ce que les artilleurs allemands avaient appris, comme un balai impossible et instable. Les cibles devaient se déplacer de manière prévisible. Cette cible semblait hors de contrôle. La distance tomba à 900 mètres. Un second Tiger tira. Le projectile aurait touché si le Stuart avait gardé sa trajectoire fixe. La neige et la glace éclatèrent 6 mètres à gauche. Michael, cible devant, tourelle du Tiger. À mon signal. Feu. Distance, 600 m. Le Stuart vira à gauche. Le canon de 37 mm aboya. Comparé aux canons allemands, c'était un feu d'artifice. L'obus hautement explosif frappa la tourelle du commandant Tiger, endommageant son logement optique. Pas de pénétration, mais les ouvertures de vision étaient maintenant fissurées et le périscope avait été arraché. Le Tiger était pratiquement aveugle. La cible suivante, le deuxième char à gauche, Vasquez, environ 300 mètres dans ma direction. C'était la partie désespérée. S'approcher signifiait entrer dans une portée où même un canon de 37 mm pouvait endommager les liaisons des chenilles ou les roues de route. Mais cela signifiait aussi s'approcher à une distance où les Tigers manquaient presque jamais leur cible. L'équipage allemand ripostait maintenant, mais ses réactions révélaient les limites de sa doctrine. Ils retournaient dans leur position préparée pour se protéger, mais le Stuart ne tentait pas de les engager depuis sa propre position. Ils se déplaçaient perpendiculairement à leur ligne, forçant constamment la tourelle à tourner. Et peu importe la rapidité de rotation de la tourelle, elle ne pouvait pas suivre une cible qui changeait de direction à intervalles aléatoires. Deuxième Tiger à 400 m, cet équipage était mieux entraîné. Le tireur visait en anticipant la manœuvre de Ulbrook et tira à 80 m. Le projectile passa à moins d'1 mètre de la proue du Stuart. L'onde de choc secoua le char de Treston sur sa suspension. Tout à droite, pleine puissance. Le Stuart exécuta son dérapage le plus intense à ce jour. La force centrifuge et le transfert de poids menaçaient de renverser le char, les chenilles se soulevaient d'un côté.
Pendant un instant impossible, il se stabilisa sur une seule chenille. Puis il rebondit et son élan le propulsa directement contre l'aile droite exposée du Tiger. Tir. Le projectile de 37 mm frappa juste derrière le pignon de la roue droite du Tiger. La chenille se détacha. Le blindé allemand de 54 tonnes était désormais immobilisé. Sa chenille droite pendait inutilement. Une de moins, il en restait 4. Ulbrook regarda le compteur de munitions. 11 obus restants. Les mains de Vasquez étaient blanches sur les commandes. Michael, dans la tourelle gelée, transpirait mais rechargeait avec une précision mécanique. Les Tigers restants commencèrent à ouvrir un feu paniqué. Leur discipline doctrinale s'effondrait face à un adversaire qui refusait de se battre selon les règles qui les rendaient invincibles. Le Stuart, dégageant des fumées noires de son échappement, fonçait vers la cible suivante, poursuivant sa danse impossible. Le combat dura 17 minutes, jusqu'au moment où le 5e Tiger subit des dégâts aux chenilles et à son système de périscope et se retira. Lorsque la neige cessa enfin et que le sergent Marsden atteignit la position de Ulbrook, le Stuart roulait au ralenti sur une petite élévation. Le compartiment moteur émettait de la vapeur, les chenilles étaient recouvertes de boue gelée et le canon de 37 mm était encore chaud. L'équipage de Ulbrook était épuisé mais excité, les mains tremblantes par l'adrénaline. Ils avaient tiré 23 fois, atteint 11 cibles et sans perforer aucun blindage. Pourtant, leur mobilité avait neutralisé 2 Tigers, aveuglé ou endommagé les optiques des 3 autres et forcé toute l'unité allemande à se retirer du corridor d'approche de Bastogne. Ce que les analystes américains découvrirent en évaluant l'équipage de Ulbrook révolutionna la doctrine des chars légers pour le reste de la guerre. L'innovation n'était pas seulement la manipulation de la transmission. La technique de Vasquez allait être étudiée en détail. L'innovation permit de comprendre que la doctrine allemande de blindés lourds reposait sur une hypothèse fatale. Le combat se déroulerait à des distances où les avantages du Tiger étaient significatifs. Tout le système tactique allemand était optimisé pour des engagements entre 800 et 2000 m optiques, contrôle de tir, entraînement des équipages, tout présumait un combat à longue distance. Le capitaine d'état-major du bataillon, Theodor Walch, rencontra Ulbrook le 19 décembre. Son rapport indiquait « L'innovation du lieutenant Ulbrook exploite la plus grande faiblesse du Tiger, la vitesse de rotation de sa tourelle. La tourelle manuelle du Tiger met 60 secondes pour tourner à 360 degrés. Même avec l'hydraulique, un tour complet prend environ 20 secondes. Un Stuart effectuant des manœuvres d'évitement à plus de 30 000 par heure et changeant de direction toutes les 3 à 5 secondes crée un problème de suivi que les systèmes Tiger ne peuvent résoudre. » Des tests effectués sur le site d'Aberdeen en janvier 1945 confirmèrent l'analyse de Walch. Un Stuart exécutant les manœuvres de Ulbrook se révélait presque impossible à toucher à moins de 500 mm. Les artilleurs américains expérimentés utilisant les optiques allemandes capturées ne pouvaient compenser la vitesse, les changements de direction imprévisibles et la limite naturelle des temps de réaction humaine. Cela créait ce que les analystes appelaient un « point aveugle tactique » dans l'enveloppe de tir allemande. Mais ces découvertes allaient plus loin que la simple manœuvre. Ulbrook comprit quelque chose que la plupart des tankistes ignoraient sur la guerre combinée. Le canon de 37 mm n'était pas inutile, il était simplement mal utilisé. Ulbrook choisit de viser les parties externes du Tiger, optique, tourelle, chenille, antenne et trappe du compartiment moteur. Un Tiger aveuglé était aussi inefficace qu'un Tiger détruit au combat. Un Tiger immobilisé pouvait être contourné ou pris pour cible par l'artillerie. Le bulletin tactique TB 4418, publié par Sovankor le 28 décembre, codifia ces leçons sous le titre « Utilisation de blindés légers contre des blindés lourds ». Le document résumait des techniques spécifiques, viser les chenilles des blindés immobilisés ou lentement mobiles à courte distance, utiliser des obus perforants M51 sur les goupilles de chenilles ou les dents des engrenages. Après 3 tirs, probabilité de détachement de chenilles 43%. Utiliser des obus à haute explosion pour détruire les périscopes, ouverture de vision et trappe, distance de combat recommandée. 300 à 600 m l'effet attendu, un dysfonctionnement temporaire ou permanent obligeant l'équipage à quitter la configuration de combat. Exploiter la mobilité. C'était entrer en combat sous des angles où la vitesse de rotation de la tourelle ennemie ne pouvait suivre en utilisant la vitesse maximale et le rayon de virage minimal. Efficace contre tous les blindés lourds allemands ayant une vitesse de rotation inférieure à 30 degrés par seconde. Le plus important, le bulletin précisait que les Stuarts n'éviteraient plus les blindés lourds, mais les engageraient activement, tout en transformant les avantages du Tiger en désavantages dans les nouvelles conditions. Le renseignement allemand finit par détecter les nouvelles tactiques américaines. Dans un ordre d'opération capturé du Panzer Division, daté du 15 janvier 1945, il était écrit
Les chars légers américains adoptent des tactiques agressives à courte portée, utilisant leur vitesse et leur maniabilité. Tous les commandants de blindés doivent avoir des unités d'infanterie de protection et éviter toute opération isolée où les restrictions de mouvement pourraient être exploitées. Mais à ce moment-là, le mal était fait. L'invincibilité du Tiger avait été brisée, non par un canon plus puissant, mais par une idée plus intelligente. Le lieutenant James Hulbrook survécut aux Ardennes. Le Stuart, surnommé par son équipage le Cornuskerchef, subit une panne de transmission 3 jours après le combat près de Bastogne et fut évacué pour réparation. Holbrook fut promu au grade de capitaine et affecté à l'école blindée de Fort Knox en tant qu'instructeur tactique, où il enseigna jusqu'à la fin de la guerre la doctrine de mobilité aux équipages du Stuart. En 1946, il quitta l'armée, retourna au Nebraska et dirigea avec succès une entreprise de matériel agricole jusqu'à sa mort en 1992. Il évoqua rarement les 17 minutes passées près de Bastogne. L'impact immédiat des nouvelles tactiques sur les statistiques fut saisissant. Au cours des 6 dernières semaines de la bataille des Ardennes, les chars légers Stuart opérant sous la doctrine révisée atteignirent un rapport de combat de 1,8 contre les blindés lourds allemands. Non pas en termes de destruction directe, mais en termes de neutralisation effective sur le champ de bataille. Pour chaque Stuart détruit, la mobilité ou la puissance de feu des équipages américains neutralisait presque 2 chars lourds allemands, créant ainsi des opportunités pour l'artillerie, les frappes aériennes ou les attaques de suivi des chars moyens. Le 3e bataillon du 8e régiment blindé signala 23 engagements réussis entre le 20 décembre et le 25 janvier 1945 en utilisant les techniques de Hulbrook. Perte totale, 9 Stuart détruits, 14 endommagés mais récupérés. Résultats ennemis. 7 Tigers neutralisés de façon permanente, 11 temporairement, et 41 blindés lourds allemands contraints de se replier. Les attaques à mobilité rapprochée furent utilisées pour éviter les zones de combat à portée. L'effet à long terme s'étendit bien au-delà du Stuart. Le développement blindé d'après-guerre incorpora des leçons majeures tirées de l'innovation de Hulbrook. Le M41 Walker Bulldog, remplaçant le Stuart en tant que char léger américain en 1951, fut conçu non seulement pour la reconnaissance, mais pour le combat principal avec une capacité de manœuvre à grande vitesse. Son moteur Continental AOS 8 1953 produisait 500 chevaux, soit le double de la puissance du Stuart, offrant un rapport puissance-poids de 21 ch/tonnes. Le développement blindé soviétique suivit une voie parallèle. Les rapports d'intervention provenant des opérations américaines filtrèrent vers les bureaux de conception de chars soviétiques par les canaux de renseignement. Les chars moyens T-54 et T-55 incorporèrent des rapports puissance-poids exceptionnellement élevés pour leur catégorie. Dès les années 1950, la doctrine blindée soviétique mit l'accent sur la guerre de manœuvre et le combat rapproché plutôt que sur les duels d'artillerie à longue distance. L'effet psychologique fut peut-être le plus important. Les équipages américains, se voyant comme des victimes impuissantes de la supériorité technique allemande, découvrirent qu'ils pouvaient riposter et gagner en refusant d'accepter les conditions d'engagement de l'ennemi. Le sergent Frank Michael, artilleur de Hulbrook, écrivit plus tard dans ses mémoires « Nous avons cessé d'avoir peur des Tigers parce que nous avons compris qu'ils n'étaient pas invincibles. Ce n'étaient que des machines limitées. Une fois que vous connaissez leurs limites, vous savez comment les neutraliser. » Les historiens militaires modernes considèrent l'engagement de Hulbrook comme un cas d'étude en guerre asymétrique. Le docteur Christopher Wilbeck, dans son analyse Swinging Steel, 3e division blindée dans la Seconde Guerre mondiale 2004, note « L'innovation de Hulbrook représente un principe fondamental du combat blindé à travers les âges technologiques. La mobilité est la survie, et la survie permet l'agressivité. Celui qui comprend cela peut surpasser la technologie par la pensée. » En 2017, l'école blindée de Fort Benning intégra la participation de Hulbrook dans son programme sous le module « Exploitation de la doctrine ennemie avec des tactiques asymétriques ». Le cours était intitulé « Quand ils ne peuvent pas gagner ce qu'ils veulent, changer les règles du jeu ». La guerre est rarement remportée par celui qui possède le meilleur équipement. Elle est gagnée par celui qui comprend le mieux comment utiliser ce qu'il a face aux faiblesses de l'adversaire. Les Allemands construisirent le Tiger pour dominer par la puissance de feu et la protection. Ils développèrent des tactiques maximisant ces avantages et entraînèrent leurs équipages à les appliquer avec précision mécanique. Pendant 3 ans, cette doctrine fonctionna parfaitement car leurs adversaires acceptaient l'hypothèse que la victoire dépendait de la puissance de feu et du blindage. James Hulbrook rejeta cette hypothèse. Il comprit qu'un char léger de 13 tonnes avec un canon de petit calibre ne pouvait pas gagner un duel d'artillerie et refusa donc de se battre selon ses règles. Il identifia les hypothèses sous-jacentes de la doctrine allemande et sut les exploiter.
La vitesse et la maniabilité n'étaient pas des récompenses accessoires, mais des multiplicateurs de force. Un jeune lieutenant, un conducteur habile, une technique modifiée, 5 Tigers forcés de battre en retraite. Toute une doctrine tactique fut bouleversée. Le jouet que les Allemands considéraient comme insignifiant devint un cauchemar qui ne pouvait toucher. L'arme qu'ils négligeaient révéla l'illusion de leur invincibilité. Et l'équipage, qu'ils croyaient destiné à devenir des victimes, se transforma en prédateurs redéfinissant la chasse. Parfois, les machines que nous sous-estimons nous enseignent plus que ce que nous craignons. Et parfois, l'arme la plus meurtrière sur le champ de bataille n'est ni la plus grosse ni le blindage le plus épais, mais la volonté de voir le terrain différemment de l'ennemi et le courage de le prouver sous le feu. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que moi lors de mes recherches, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Des dizaines d'autres récits inédits de la Seconde Guerre mondiale méritent d'être racontés, et je vous en présenterai un nouveau chaque semaine. Que devrais-je raconter ensuite? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.